Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission qui confronte les opinions, surtout quand elles sont contradictoires sur les principaux sujets de l'actualité du jour que nous allons découvrir ensemble. Évidemment, on va commencer par la neige, les Français ne parlent que de ça. Ce matin, à écouter les médias, c'était l'apocalypse. Est-ce qu'on en fait un peu trop? Est-ce que surtout, on reproche à l'État de ne pas agir suffisamment, comme c'est souvent le cas en France quand il y a un problème? Nous en parlerons avec nos invités. Nous parlerons aussi du long discours du président Macron en Corse. Il vient de se terminer, c'était à Bastia. Le président de la République n'a pas lâché grand-chose, en tout cas en première analyse, au camp indépendantiste. A-t-il eu raison? Est-ce un sans faute? Vous nous donnerez votre avis. Hashtag Figaro Live, hashtag Point de vue. Et on posera la question à nos invités. On parlera aussi du Parti socialiste. Une étude particulièrement sombre de la Fondation Jean Jaurès vient de paraître sur le Parti socialiste qui est dans un état de coma peut-être dépassé. Ça tombe bien parce qu'on a un des éminents représentants de la dite Fondation qui est parmi nous. Ça sera l'occasion d'en parler. Et puis nous parlerons aussi de la Pologne et de cette loi qui interdit aux historiens de mentionner désormais le terme camp de la mort polonais. Est-ce une façon de réécrire l'histoire ou d'imposer une histoire officielle? Nous en parlerons avec nos 4 invités. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction du mensuel Causeur. Le dernier numéro de votre magazine vient de sortir avec en couverture réseaux sociaux. Big Brother, c'est nous. Voilà, on voit la couverture de votre magazine. Et puis vous avez aussi eu le temps d'écrire Les Rien Pensants. Oui, ça y est, ça commence à faire voilà, longtemps. ça a été publié aux éditions du CERF cette année. Bonsoir Jérémy Pelletier. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, think tank de la gauche progressiste, on peut dire comme ça, ou réformiste plutôt, progressiste, je ne sais pas. Mais... Fondation progressiste. Fondation progressiste, c'était pas tant. Ah, c'est même plus côté de gauche alors, c'est intéressant. Enfin, on y reviendra peut-être. Erwan Lenon, bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie, maître de conférences à Sciences Po et chroniqueur chez nos confrères de l'opinion. Votre dernier livre, La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, a été publié aux Belles Lettres. Et Alexis Lacroix est aussi avec nous. Bonsoir Alexis. Bonsoir Guillaume. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express. Votre hebdomadaire publie cette semaine un dossier de couverture très intéressant et très instructif, intitulé Comprendre le Bitcoin. Et effectivement, je dois dire que j'ai compris depuis que j'ai lu votre journal, donc bravo. C'est un bel exercice. Et moi aussi qui n'y connaissais rien. Et vous aussi qui n'y connaissez rien. En tous les cas, bravo. Comme tout bon journaliste. C'est vraiment une excellente idée, parce que je pense que ça va intéresser plein de gens. Bravo pour ce sens de la confraternité, chère Elisabeth. Et ça commence pas trop mal. Voilà. N'essayez pas déjà de me couper la parole. C'est pour l'instant, c'est moi qui parle. Sinon, je n'aurai pas le temps d'annoncer le livre important d'Alexis Lacroix, J'accuse, 1898-2018, Permanence de l'antisémitisme. C'est paru aux éditions de l'Observatoire il y a quelques semaines. Nous commençons par parler de la neige. En écoutant les médias ce matin, on avait l'impression que le pays se réveillait après l'apocalypse. Il y avait les naufragés de la route, les trains qui ne partaient pas, les routes coupées, les écoles fermées. Et comme toujours dans ces cas-là, quand il se passe quelque chose quand quelque chose ne tourne pas rond plutôt, les Français accusent qui? L'État. Et l'État, cette fois-ci, il s'est rebiffé. Écoutez, Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement. Il était ce matin chez nos confrères, ou plus exactement chez notre consoeur Elisabeth Martichoux, sur RTL. Arrêtons de faire croire n'importe quoi aux Français, Elisabeth Martichoux. Il est difficile d'anticiper le nombre de centimètres qu'il va tomber. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous salez une route, quand vous salez de la voirie, jusqu'à 3 ou 4 cm, le sel est efficace. Au-dessus de 3 ou 4 cm, et on est bien au-delà, puisqu'on est sur 15, 20, 25 cm dans certains endroits, le sel est inopérant. On ne va pas adapter des infrastructures à un moment exceptionnel. On ne va pas acheter des moyens supplémentaires pour 2 épisodes neigeux, pour 2 épisodes neigeux qui se tiennent tous les 4 ou 5 ans. Alors, j'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue à vous tous, chers internautes, qui êtes évidemment partie prenante de cette émission. Donnez-nous vos points de vue, vos réactions, comme Manouzia Novak qui nous dit « Il y a une désorganisation totale en France au moindre flocon et surtout des citoyens irresponsables qui prennent leur voiture malgré tout et en plus des voitures non équipées. » Erwan Lenon, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron s'il neige, mais est-ce que l'État a été quand même pris en défaut? L'État au sens large, c'est-à-dire aussi bien la SNCF que l'administration des routes, même si je crois qu'elle dépend presque autant des départements aujourd'hui que de l'État. Je ne sais pas si l'État a été en faute, mais pour prendre mon cas personnel, j'habite
à Nanterre, j'ai mis 2 heures pour faire le centre de Paris, Nanterre hier. Il y a certaines villes, on y circulait parfaitement parce que c'était salé, et dans la rue d'à côté, de la commune d'à côté, qui n'était pas salée, en charge du département, je ne sais quoi, c'était totalement bouché. Vous veniez de Nanterre en voiture? Oui, exactement. En voiture, je suis revenu, et hier soir, 2 heures pour rentrer. Je ne sais pas de qui c'est la responsabilité, je paye des impôts, il y a un moment, c'est pour que les roues... Mais vous payez des impôts pour que la neige ne tombe pas, c'est drôle. Non, je paye des impôts pour que quand il y a une intempérie, les services en charge de la voirie anticipent. Il y a des villes qui hier soir étaient capables de le faire. Oui, donc contrairement à ce que dit Benjamin Griveaux, c'est pas une question de niveau de neige, puisqu'il est tombé la même quantité. Concrètement, Courbevoie, on ne circulait pas, et sur le pont on circulait, et sur le pont de Neuilly, on ne circulait pas. Non, mais d'abord, vous le savez, je me rappelle, comme je suis bien plus âgée que vous, je me rappelle les trucs de Jalon. Là, il faut protester, Erwan. Voilà. Merci, voilà. Je me rappelle les trucs de Jalon, si vous voulez, et on va pouvoir les recycler. C'est Verglas, assassin, Mitterrand, complice. Vous vous rappelez pas? Il faisait des manifs. Au métro Glaciaire. Au métro Glaciaire, des manifs. Attendez, moi je suis libéral. Donc, dans ce cas, on privatise les routes, on privatise les ponts, on met des entreprises qui sont en charge et on pourrait les accuser de ne pas faire leur boulot. On paye des impôts pour être en charge de la voirie. On nous explique que c'est un service public. Non mais d'abord, si vous voulez, je suis effaré que, le moindre désagrément de notre existence, effectivement, on se retourne vers l'État et on se met à dire il faut un responsable. Et là, on voit bien la ligne de défense. Alors au début, on dit bon d'accord, alors ils n'ont pas salé, bon, ça aurait servi à rien de saler. Ah bon, mais alors ils nous ont pas informés. Et puis bon, alors oui, mais là on vous a informé. Oui, mais ils nous ont pas donné à manger. Bon, je comprends que les gens qui ont pris la route, qui a été fermée juste derrière eux, et qui se sont retrouvés bloqués toute la nuit, 14 heures dans une bagnole, c'est pas marrant. Contrairement à ce qu'on raconte partout, moi j'en ai entendu, personne ne les avait aidés, ils se sont débrouillés. Mais enfin, je sais pas, on est devenu à ce point, si vous voulez, dépendant de tout, que oui, il neige, il y a des désagréments. L'autre chose, c'est que vous êtes libéral, mais la plupart des gens, si vous voulez, oublient une chose. C'est qu'ils veulent que l'État anticipe tout, organise tout. Tout ça, ça coûte du fric. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas envie qu'on paye des monstres d'impôts en plus pour des situations qui sont malgré tout exceptionnelles. On paye déjà. Mais moi, je suis d'accord avec vous, les gens peuvent se débrouiller, etc. Mais sauf qu'on paye déjà une monstruosité d'impôts et que l'État n'est pas capable d'avoir, ou l'État ou les collectivités ne sont pas capables d'avoir anticipé 3-4 Et puis le Figaro était le seul à faire un truc génial, à publier un texte formidable. Parce que tout le monde est là en train de pleurer sur la neige, c'est horrible, ça fait ceci, ça fait cela. Mais c'est aussi magnifique. Eh bien, le Figaro a publié un texte de Zola. d'Émile Zola. Sur la neige à Paris. Et qui est absolument... Non mais lisez-le, c'est vraiment un délice et ça magnifique. Vous consolera des désagréments. Alors même si Paris n'est pas le centre du monde, comme nous rappelle Sébastien, qui nous dit à Toulouse, il a raison. À Toulouse tout est bouché mais personne n'en parle, tandis que Guylaine dit trop fort ces Parisiens, ils sont capables d'aller à la montagne faire du ski mais pas de circuler chez eux oui. Quand il neige. Jérémy Pelletier, est-ce que vous aussi vous avez été un naufragé de la route? Écoutez, non, j'ai eu la chance de pas être un naufragé de la route ou de la neige. Après, je partage ce que disait Elisabeth Lévy, c'est vrai que c'est pas marrant ceux qui ont été bloqués dans leur voiture, ceux qui étaient obligés de dormir dans des gymnases ou même dans leur voiture. Après, je pense qu'il y a une vraie spécificité pour le coup parisienne et Paris dans la région Île-de-France. J'entends que Paris n'est pas le centre du monde, mais a priori dans la gestion et dans la façon dont on... en tout cas, les conséquences qu'ont des épisodes neigeux sur notre façon de circuler, etc. Je pense que là, il y a une vraie spécificité parisienne et francilienne, peut-être qu'on en parlera. Effectivement, je pense que ça ne fait absolument pas partie de la culture de fête des Parisiens d'avoir d'une part des équipements et des voitures équipées pour ce type de moment. Après, et je reviens aussi sur ce que disait Elisabeth Lévy, on est arrivé dans une société où plus finalement les prévisions sont bonnes, ce qui est le cas en fait aujourd'hui de nos prévisions météorologiques, moins on supporte finalement des cas d'intempéries, moins on supporte la surprise. Très sincèrement, je crois qu'il faut relativiser, il faut savoir raison garder. J'entends que les médias fassent beaucoup de bruit de ça, ça a mis un certain nombre de gens dans la pagaille, parce que tout le monde parle de mais les médias sont dingues, et les médias sont complètement dingues. Et dernier point peut-être sur les sujets, effectivement, je reviens aussi sur le coût finalement des infrastructures. Je crois que c'est la ministre du Transport qui disait très bien, effectivement, on a sans doute une insuffisance d'équipement
de dessalage aujourd'hui en France, car effectivement, ce n'est pas des épisodes qu'on a régulièrement et ce sont des épisodes quand même assez exceptionnels. Demandez aux Français s'ils sont prêts effectivement à financer des équipements qui sont très coûteux, vraiment très coûteux, pour une seule fois dans un quinquennat. Je ne suis pas certain de la réponse et peut-être que les médias devraient aussi diffuser des images d'enfants et des images de familles qui sont très contents et qui sont très contents des épisodes neigeux, du moment. Vous avez dit tout à l'heure, les Français en parlent beaucoup. Franchement, depuis ce matin, il y a aussi un effet, les médias pensent comme moi, c'est-à-dire si vous mettez les chaînes Tout Info, j'ai mis l'image. Si vous voulez pas le son à un moment, eh bien jusqu'au début du discours du président sur la Corse, si vous voulez, ils n'ont pas décollé, je pense entre 13h30 peut-être et 15h, j'ai dû remettre l'image, eh bien ils n'ont pas décollé de la neige. C'est quand même incroyable, quoi. On est chez les cinglés, je veux dire, c'est un événement sur lequel on n'a pas peu de prise quand même, non? Pardon. Alors, c'est une grande polémique, à mon avis ancienne, qui va nous éclairer. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Elisabeth et par Jérémy. Il y a eu donc. Mais on compatit quand même. Vous le savez. Non, mais j'y viendrai justement. On lui donnera le mot de la fin. En 1755, un tremblement de terre terrible frappe la ville de Lisbonne, qui était une grande ville européenne d'ailleurs à l'époque, peut-être plus grande proportionnellement qu'aujourd'hui. Je sens que Voltaire va arriver. Des milliers de morts et donc ce poème de Voltaire qui est resté dans les mémoires, dans lesquels il s'apitoie sur la cruauté du sort à l'endroit des Lisboètes décimés par cet énorme séisme. L'idée de Voltaire, au fond, c'est qu'il y a des choses qui échappent à la volonté humaine et sur lesquelles, si vous voulez, on ne peut pas pratiquer d'imputation. Et il s'ensuit une polémique avec son ami ennemi préféré, qui était Rousseau. Et Rousseau, au fond, invente cette idée éminemment moderne selon laquelle il n'y aurait pas d'événements ou de désastres ou de catastrophes naturelles. Qu'autrement dit, tout ce qui se produit dans la biosphère, dans la nature, tout ce qui nous affecte, tout ce qui affecte le séjour des humains, devrait être en quelque sorte comptable d'une explication et d'un responsable. Et ben, donc il y a un coupable. Je crois que nous sommes malheureusement devenus, sur ce plan-là, à l'excès rousseauiste. Et que quand on pratique, disons, même sous une forme soft et polissée, comme on peut l'être dans le cadre du macronisme, l'incrimination de l'État, eh bien, à son corps défendant et inconsciemment, on reste tributaire de cette espèce de logiciel qui, à mon avis, est erroné, qui est rousseauiste sur ce plan-là, qui est erroné et qui pense qu'il n'y a pas d'événement naturel, qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle et que donc, à tous les coups, il faudrait incriminer une absence de préparation des pouvoirs publics ou d'investissement. Il vient de vous traiter de rousseauiste, réagissez. Alors, je viens de vous traiter de rousseauiste et en même temps, le paradoxe, Elisabeth, c'est que ça déculpabilise aussi. Enfin, comment vous dire, le fait de l'expliquer par, disons, des racines, enfin, des réflexes philosophiques très profondément enracinés et inconscients, c'est aussi une déculpabilisation de ce que vous avez noté et qui est juste, cette espèce de passage en boucle obsessionnel d'images qui recouvre une actualité quand même, entre nous, beaucoup plus importante, qui est le débat autour du futur statut de la Corse et la manière dont Macron s'y prend. Nous allons y venir. Mais oui, mais c'est quand même intéressant. Et là, sur ce plan-là, je ne suis pas toujours d'accord avec Elisabeth, tout le monde le sait, mais sur ce plan-là, elle a raison. C'est-à-dire qu'on est sorti... On en fait beaucoup, mais nous aussi. Non, mais on est sorti de l'idée, et c'est pourtant une idée si vraie, on est sorti en 2 siècles de l'idée que la nature existe indépendamment de la volonté humaine. Elle n'est pas simplement la projection d'une volonté humaine ou d'une mauvaise volonté humaine. Merci, cher Alexis Lacroix. 10 cm de neige, la parole est au rousseauiste Erwan Lenormand. C'est certainement rousseauiste. Mon point n'était absolument pas celui-là. Mon point est pur, je veux dire, c'est purement fiscal. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui les gens ne sont pas responsables, mais ça c'est la faute à 30 ans ou 50 ans d'État-providence. On leur a dit on va vous aider, vous assurer surtout. Là, on paye. Vous dites ça va nous payer plus, ça nous coûterait plus cher. Mais on est déjà le pays de l'OCDE où on paye le plus. On paye le plus pour avoir des routes qui ne sont pas dégagées quand il y a 2 cm de neige, une RATP qui n'informe de rien quand il y a 2 cm de neige, des RER qui ne fonctionnent pas quand il y a 2 cm de neige. Je suis désolé. Pour ce montant d'impôt, on est en droit d'exiger des services publics qui fonctionnent. Là, visiblement, ils n'ont pas fonctionné.
Oui, si on peut effectivement une marge d'amélioration, si on peut apporter ça peut-être au débat très populaire. Effectivement, s'il y a peut-être une marge de progression et d'amélioration qu'on peut citer, c'est sans doute sur l'information. Et effectivement, dans les différentes réactions qu'on a pu voir, notamment sur les réseaux sociaux, au-delà et pendant cet épisode neigeux, effectivement, il a pu apparaître que du côté de la RATP ou même du côté de la SNCF, certains ont pu dénoncer ou critiquer un manque d'information, ont pu être victimes d'un manque d'information. C'est peut-être là qu'il y a une marge de progression et une marge de manœuvre au-delà des questions fiscales. Je vous donne les points de vue dans l'ordre de Nicole qui nous dit « Faisons comme en Italie, rendons obligatoires les pneus neige ». Coco qui nous dit « Rien n'est anticipé en fait. Virginie qui nous dit on peut aussi parler des agriculteurs en Occitanie qui bloquent et manifestent depuis 10 jours. Où est le gouvernement ? Oui, là c'est vrai, c'est pas tout à fait un phénomène naturel. Et enfin, le mot de la fin restera à Nicole que nous saluons. J'ai 85 ans, nous dit Nicole, et j'ai connu des épisodes neigeux en région parisienne. Mais évidemment, il y avait moins de véhicules en circulation. Et le dessalement des routes était plus rapide. Alors là, voilà, vous voyez, Erwan, il fut un temps où l'administration des routes était peut-être plus performante. Dans le dernier mot, c'est vrai, je peux comprendre la rage de Parisiens qui, découvrant sous la neige que la rue de Rivoli a encore perdu une voie pour les folies de Madame Hidalgo, se disent « Voilà où passe notre fric !» Voilà, comme toujours dans ces cas-là, à la fin, c'est la faute de Madame Hidalgo. Parlons de la Corse, si vous le voulez bien. Le président de la République qui est arrivé hier pour un voyage officiel important. Il a prononcé un assez long discours cet après-midi à Bastia. Alors, ça a commencé sur un registre assez classique dans le « en même temps » présidentiel. Je vous propose d'écouter l'introduction. La Corse est au cœur de la République. C'est aussi que la Corse doit construire son avenir au sein de notre République tout en prenant pleinement en compte ses spécificités. Je suis donc venu ici pour tracer les contours de la spécificité de la Corse dans la République. Et comme je l'évoquais hier, sans faux semblant, sans ambiguïté qui nous ferait collectivement sans doute perdre beaucoup de temps. Alors, comme il y a des gens qui ont mauvais esprit autour de cette table, on entend déjà les ricanements sur le thème « Oui, c'est du en même temps, vous êtes spécifique, mais vous êtes dans la République. » Alors, du coup, c'est moi qui le dis. Et on aurait tort de dire ça, parce qu'ensuite, le président est entré dans le vif du sujet. Et là, il semblerait qu'il se soit montré relativement ferme, en tout cas face aux revendications des autonomistes. Je en prends juste des nationalistes, effectivement, avec et de leurs alliés autonomistes, on va dire. La co-officialité de la langue corse. Non, a dit le président de la République. La République a une langue officielle et c'est le français. L'amnistie, non, on y reviendra. Et puis, l'autonomie fiscale, si vous voulez, a dit Emmanuel Macron, mais si vous levez des impôts de votre côté, eh ben, ce sera ça en moins qu'il y aura en dotation de l'État, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de péréquation. Finalement, c'est assez bien joué, Alexis Lacroix, c'est un dialogue, mais sans rien lâcher sur le fond. Vous savez que je ne suis pas forcément un béni-oui-oui du macronisme, je l'ai montré d'ailleurs à votre micro notamment. Mais là, je dois reconnaître que si on est honnête, or, dans notre rôle de commentateur, disons, politique, c'est d'abord une valeur qui me paraît très importante, c'est l'honnêteté intellectuelle. Raymond Aron en faisait preuve quand il signait dans les colonnes du Figaro. Il faut essayer de prendre son exemple, même si on a par ailleurs nos affiliations idéologiques. Eh bien là, c'est vrai que moi je m'attendais, je le dis très sincèrement, je m'attendais à un Macron qui, en raison du background qu'on lui connaît, de son passé sociétaliste, éventuellement même un peu communautariste, je me disais, il va se faire avoir par les nationalistes corses. Moi, je me disais ça. Je me disais, il va se faire avoir par eux, il va entrer dans un processus de négociation qui, cas un cas, risque de ressembler à celui qui a coulé Lionel Jospin. Souvenez-vous, c'était des années pendant lesquelles, avec l'amie Elisabeth, nous ferraillions contre cette politique absolument suicidaire. Eh bien, force... Qui a quitté le gouvernement, oui, mais force est de reconnaître, et je pense que la majorité de vos auditeurs, cher Guillaume, le diront avec nous, que sur ce plan-là, Emmanuel Macron a fait preuve d'un très grand sens de l'État républicain. En réalité, il les a caressés pour mieux les anesthésier. On peut d'ailleurs prendre, si vous voulez, cette séquence à Ajaccio et à Bastia, avec Simeoni, avec Talamoni, comme une manière, si vous voulez, extrêmement politique
d'endormir leur vigilance pour ensuite faire passer en force, et moi ça ne me gêne pas, mais faire passer en force, faire passer en force le respect des principes républicains, c'est-à-dire d'abord de l'intangibilité et du caractère non sectionnable de la République française. Car la République française, Péguy le disait, et c'est un auteur que nous aimons bien, c'est le royaume de France un et indivisible, et évidemment l'attaque létale des nationalistes et même de certains autonomistes contre cette indivisibilité, Macron l'a reconnue comme telle et l'a combattue. Ça n'était pas le cas de Jospin, donc de ce point de vue-là, je crois que l'honnêteté nous impose de dire qu'il a plutôt extrêmement bien géré la séquence. L'honnêteté d'Elisabeth Lévy, qui ne sera justement pas mise en doute, l'amène-t-elle à la même conclusion? Oui, d'abord, non, mais moi je pense que Macron a eu raison. Moi, ça ne m'étonne pas tellement, parce qu'en fait, depuis, il est garant de l'indépendance, il est garant de l'unité de la République, il est garant de l'indivisibilité de la République. Donc, s'il prend un tout petit peu son rôle au sérieux, aucun chef d'État français ne devrait faire effectivement ce qu'a fait Jospin, qui avait fait quitter le gouvernement à Jean-Pierre Chevènement. Ce qui m'intéresse là-dedans, alors, comme je suis d'accord avec ce qui a été dit, et je n'ai pas entendu le discours dans les détails, en fait, puisque j'ai dû prendre le métro pour venir, qui marchait, pour venir ici, cher Guillaume. Il n'a pas, évidemment, sur les points les plus importants, amnistie, il a dit rapprochement, ce qui me paraît tout à fait normal, que les gens puissent aller voir leur famille. Il n'a fait, évidemment, aucune concession sur la langue. Il a dit une chose, quand il a parlé du statut de résident, il l'a dit, me semble-t-il, de façon pragmatique, c'est-à-dire, oui, à ce moment-là, on peut réclamer un à Paris, parce qu'à Paris aussi, on ne peut pas acheter d'appart, parce qu'il y a des tas de gens qui en achètent et qui font monter les prix. C'est ça l'affaire. Donc, je pense qu'il est pragmatique sur un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a quand même, il y a malgré tout, si vous voulez, depuis, je dirais, la fin de la Première Guerre mondiale, en quelque sorte, et surtout depuis la fin de la guerre d'Algérie et l'arrivée des pieds noirs en Corse, il y a quand même un contentieux, disons, entre les Corses et la République, Corses qui ont quand même donné beaucoup et donnent beaucoup à la République, puisqu'ils fournissent de gros contingents aussi de gendarmes, de militaires, etc. Donc il y a quelque chose probablement qui reste à régler. Mais un mot sur l'évolution de Talamoni et de Simeoni, si vous voulez. J'ai entendu Talamoni au lendemain des élections. Talamoni, c'est le patron de l'Assemblée de Corse, qui est indépendantiste, alors que Simeoni, le patron de l'exécutif, est plutôt autonomiste. Mais il y a, juste au lendemain des élections, j'ai entendu Talamoni. Talamoni, c'est, disons, celui qui était déjà à la manœuvre sous Jospin, et qui était derrière, enfin, disons, sur la violence, en tous les cas, il avait, je pense, une attitude des plus ambiguës et des plus dommageables. Eh bien, après l'élection, je me suis dit, tiens, il a vieilli, lui aussi, il est devenu plus raisonnable comme nous tous, et il disait, non, mais de toute façon, je sais que ça n'est pas un mandat pour l'indépendance. Donc il y avait un discours très raisonnable et très respectueux de l'État. En un mois, ils ont pris le melon, leurs histoires de drapeaux, c'était insupportable. Non mais je veux dire, ils vont accueillir maintenant Macron comme un chef d'État étranger, et je pense que, en réalité, les Corses, certainement, ne sont pas contents d'un certain nombre de choses, d'implication de l'État, mais en revanche, sur la question d'être dans la République, je veux dire, ils sont complètement stupides. En fait, je veux dire, Talamoni n'a aucun intérêt à faire avancer ça maintenant, parce que ça, c'est un repoussoir pour les Corses. Donc, oui, mais quand même, il y a eu, Erwan Le Nord, un succès électoral très net. Alors certes, il n'y avait pas que les indépendantistes, c'était une alliance assez large, mais on va dire, qui réclamait au moins plus d'autonomie par rapport à la République. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train d'ignorer cette revendication qui est légitime puisqu'elle est démocratique? Mais elle est certainement légitime, mais je ne suis pas totalement convaincu que le vote récent se soit fait sur la question de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de colère sociale plus large qui s'est cristallisée dans ce vote. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une revendication qui est portée par les élus corses, mais le vote pour eux n'a pas exprimé seulement cette question, et il me semble d'ailleurs qu'ils l'ont reconnu. Ce qui est intéressant, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, Emmanuel Macron a été, au fond, assez pragmatique. Il a trouvé, il connaît les contraintes de la fonction de président de la République et de l'histoire française. Il connaît aussi la nécessité de trouver une issue aux problématiques de la Corse. Pour le coup, moi, je n'étais pas
trop surpris, je suis d'accord avec vous, parce que Emmanuel Macron, c'est fondamentalement un technocrate centralisateur, donc c'est assez révélateur de sa vision de la France. Il peut avoir une vision de la société. Un Jacobin à l'ancienne. Exactement, en fait, donc je ne pense pas qu'il puisse concevoir une forme de décentralisation, même pour la Corse, qui arrive à une autonomie d'une quelconque manière. Alors, technocrate, jacobin, voire peut-être napoléonien, en tout cas c'est le point de vue de Flo Dupont qui nous dit normal que Napoléon s'en sorte bien en Corse, 3 petits points. On imagine que Napoléon, c'est Emmanuel Macron. Espérons que quelqu'un va apporter une note de dissensus. Non, mais ça se termine par l'Empire. Elle n'a pas tort, ce qui apparaît ces jours-ci en pleine lumière, c'est que, avec l'épisode Corse, bien sûr, mais pas seulement, c'est que sa vraie référence secrète, son Clémenceau à lui, si vous voulez, Valls aime Clémenceau, mais lui, il aime Bonaparte, oui, bien sûr, il est bonapartiste. Je voudrais vous faire écouter ou réécouter un échange qui a eu lieu hier soir dans une rue d'Ajaccio entre Emmanuel Macron et la femme d'Ivan Colonna, le meurtrier du préfet Erignac. Et puis après, je vous demanderai votre avis là-dessus. Regardez. Ça fait plus d'1 an qu'il a fallu son père. Voilà, c'est juste humain, c'est tout. Ça veut le faire. C'est pas évident pour le faire. Oui, je suis venue justement par rapport à ça parce que j'ai été choquée en fait ce matin. Mais je ne vais pas mentir, l'amnistie suppose de prendre une loi. Mais qu'est-ce que... Je vous mentirais si je vous dis ce soir. Tu fais que ça, oh. C'est pas vrai. Jérémy Pelletier, comment est-ce qu'on peut décrypter une séquence comme celle-là ? Écoutez, ça me fait penser à plusieurs séquences qu'on a déjà vues d'Emmanuel Macron dans ce type d'événement avec finalement le grand public. Là, ce n'est pas le grand public, évidemment, c'est la femme d'Ivan Colonna. Rappelez, ça s'inscrit effectivement dans un déplacement où il a fait preuve de beaucoup d'habileté politique, évidemment. Là, il fait, je crois, preuve d'une grande sincérité, puisqu'il ne revient pas effectivement sur ce qu'il a dit un petit peu avant. Par contre, et on ne l'entend pas forcément à ce moment-là, mais on l'entend après, il dit très clairement qu'effectivement, il peut favoriser, en tout cas, le fait que l'enfant d'Ivan Colonna puisse voir son père. Au-delà de la question corse, je crois que ce qui est important de dire, ça n'a pas forcément été analysé ainsi, mais moi je l'analyse ainsi, je crois que cette phrase-là et cette prise de position-là s'inscrit dans un cadre plus général sur le système carcéral français, qui a déjà commencé à être travaillé. Il y a un certain nombre de groupes de travail au sein du gouvernement qui ont été lancés sur le sujet, sur le fait qu'en France, on a quand même un sujet vis-à-vis de notre système carcéral, vis-à-vis de la condition des détenus, une espèce de consensus en France sur le fait que finalement les détenus, ce n'est pas si grave s'ils sont maltraités, ce n'est pas si grave s'ils sont traités d'une façon considérable. Je pense qu'il y a un consensus implicite. Tout le monde pense que ce n'est pas la peine de rajouter la peine de l'éloignement et d'empêcher au contraire tous les gens qui travaillent dans les prisons disent que les visites des familles sont un facteur d'apaisement, sont plutôt... Donc la réalité, c'est que c'est une mesure, ce qu'on appelle le rapprochement. Je ne crois pas, honnêtement, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Simplement, eux ont une réclamation qui est... le groupe indépendantiste national autonomiste, ils ont une réclamation qui est que des gens qui ont tué un préfet, si vous voulez, qui ont été condamnés pour cela, soient jugés comme des prisonniers politiques ou amnistiés. Donc la différence, elle est très claire entre une mesure individuelle qui puisse purger sa peine à côté de sa famille. Je veux dire, évidemment qu'on aurait dû déjà le faire, honnêtement, je suis tout à fait d'accord, mais je crois pas... Non, mais quand vous dites qu'il y a consensus contre ça en France, je ne crois pas. Non, je crois qu'il y a un consensus... Non, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a un consensus effectivement implicite sur le fait que les conditions de détention ne sont pas forcément un sujet, parce que de toute façon, un prisonnier est un prisonnier. Ça fait partie de la punition. Voilà, exactement. Ouais. Alors, la séquence me semble avoir quand même aussi une dimension qui est pertinente, disons, dans le décryptage de la symbolique du pouvoir. Car après tout, on le dit souvent, les rois de France touchaient les écrouelles. Là, c'est un peu cas. Emmanuel Macron se met à toucher les écrouelles parce que cette femme... Vous avez vu la Vierge, vous, non, mon cher. Non, il ne faut pas faire un décryptage politique. Là, il y a un décryptage symbolique. C'est pas politique. Non, mais je crois que, si vous voulez, la dimension symbolique dans cette scène, captée par les télévisions et rediffusée en boucle, n'est pas anodine. Après tout, aux yeux, en tout cas, de l'immense majorité des Français, puisqu'il a été condamné, c'est la femme d'un meurtrier qui est par ailleurs, effectivement, une sorte de criminel d'État et contre l'État.
Donc c'est pas n'importe qui. Et c'est une femme qui vient en quelque sorte, et c'est son droit, hein, je ne le conteste pas, mais symboliquement c'est fort. C'est une femme qui vient demander en quelque sorte la grâce présidentielle, même si c'est pas, elle ne demande pas qu'il sorte de prison, mais enfin elle demande un aménagement de sa peine, de manière à ce qu'il puisse voir son fils âgé, je crois, de 7 ans et demi. Il n'y a rien qui l'exclut dans la loi. Attendez, je finis mon raisonnement. De son fils de 7 ans et demi. Donc elle, d'une certaine manière, c'est une sorte de supplique au monarque. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça a été ressenti, je pense, symboliquement par de très nombreux Français. À partir de là, ne nous leurrons pas, et là on revient à la dimension politique, chère Elisabeth, à partir de là, ne nous leurrons pas, Macron est un peu coincé, parce que soit il ferme la porte avec une certaine brutalité, ce qu'il n'a pas fait, et il apparaît comme étant inhumain et sans cœur, soit il l'ouvre et en quelque sorte il se met en contradiction potentiellement avec la fermeté de discours dont il a fait preuve par ailleurs sur les grands principes intangibles et attendez, je finis ma phrase, et le rattachement de la Corse à la France. À force d'attendre, on peut plus vous répondre, mais cher Alexis, vous reconstruisez a priori. Moi honnêtement, je ne suis pas frappé par l'aspect symbolique de cette scène. Eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas sensible au symbolique, mais c'est bien votre problème. Non mais vous venez vous d'embarquer toute la France en disant les Français sont sensibles à cette scène. Je vois une scène de foule, si vous voulez, avec un président qui répond toujours assez bien dans ce genre de circonstances. Il s'en sort toujours bien. Mais ça nous ramène quand même... Moi, je le dis en conclusion pour moi sur la Corse, c'est que je suis quand même aussi effaré que depuis tout ce temps, si vous voulez, il continue à refuser d'honorer la mémoire d'Erignac, Talamoni et les autres. Si vous voulez, c'est un scandale. Moi, il y a des moments où je me dis, on ne devrait même pas leur parler. Talamoni, mais pas Simeoni. Ils sont élus. On est obligé, le président est obligé, je veux dire, on est quasiment... mais quand même, ça me scandalise. On est d'accord. Par ailleurs, c'est ce qu'il a dit, je crois, une réunion effectivement qui a été boycottée par les nationalistes. Je crois qu'Emmanuel Macron a dit très clairement, mais c'est pas grave, je suis venu parler aux Corses, à tous les Corses et à l'ensemble des Corses. Je crois absolument pas. Et justement, c'est là où est l'habileté, je pense, de ce déplacement-là. Et l'intelligence de déplacement, c'est qu'il est venu parler à l'ensemble de la Corse, il est venu parler de l'avenir de la Corse, de l'avenir de cette île. Et dernier mot, justement, sur l'aspect... faire intégrer la spécificité de la Corse au sein de la Constitution, je crois que même chose, ça rentre dans le cadre d'un discours quand même plus général, déjà énuméré et déjà initié et esquissé, notamment pendant la Conférence nationale des territoires, sur la spécificité des politiques publiques en matière territoriale. Il a notamment insisté sur beaucoup plus d'expérimentation, etc., le fait de faire rentrer le droit à la différenciation d'un certain nombre de territoires pour acquérir peut-être des compétences qu'ils n'avaient pas auparavant. Et je pense que tout l'intérêt justement de ce débat-là, c'est de montrer que, je ne sais pas, peut-être que la Corse peut être un laboratoire de la République de demain avec ce principe de différenciation territoriale beaucoup plus important que par le passé. Passons à un sujet plus strictement politique. Non, Erwan, non, vous avez... je crois pas du tout. Votre perplexité, c'est entendu. Je crois qu'Emmanuel Macron veut faire des expérimentations, mais tout ça reste hyper centralisé, parce qu'en même temps qu'il fait ce discours, il est en train de supprimer les départements d'Île-de-France pour être sûr de mieux contrôler toute l'Île-de-France et se recentraliser le pouvoir en Île-de-France. On a un gouvernement qui n'est pas du tout décentralisateur et dans la philosophie. Comment dire ça? Non, mais bien sûr. Mais donc vous ne pouvez pas dans... Comme on dit chez... Non, vous ne pouvez pas dans le même temps vouloir dire que vous allez faire de l'expérimentation et dire je recentralise tout. En réalité, c'est un gouvernement qui est hyper centralisateur et qui veut expérimenter des politiques par endroit, mais pas du tout laisser les régions le faire. Il n'a pas tort, Erwan. Comme on dit chez les psychanalystes américains, c'est un vrai contrôle fric. Personnage de Woody Allen, un fou du contrôle. Ça, c'est vrai. Jean Chevassu qui nous dit Macron a parfaitement raison, les Corses ne veulent pas leur indépendance, par contre, les fonds publics... oui, j'imagine que c'est la fin de la phrase qui était sous-entendue dans ce tweet. Parlons du Parti socialiste. Revenons à l'avis des internautes du Figaro sur la Corse. C'était ça que vous vouliez nous montrer. Oui, Emmanuel Macron fait-il un sans faute en Corse? Alors, pour l'instant, c'est assez partagé. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu les décryptages, on est l'un des premiers médias à le faire par rapport au discours du président de la République, donc dont les internautes tardent peut-être un petit peu à saisir le sens. Ou alors c'est parce qu'ils ne nous écoutent pas assez, ou alors c'est parce qu'ils ont décidé de penser ça, et c'est votre droit le plus strict, c'est le principe de point de vue. On va parler du Parti socialiste, est-ce que cette fois c'est la fin? On se pose la question, c'est pas la première fois autour de ce plateau pour être tout à fait honnête, mais la Fondation Jean Jaurès vient de publier à travers l'un de ses chercheurs, Rémi Lefebvre, une étude sur ce parti, et en gros dit, ce qui n'est pas complètement une surprise, qu'il est dans une situation extrêmement
difficile, une stratégie de survie, peut-être même un coma dépassé. Qu'est-ce que c'est l'idée de cette étude, Jérémy Pelletier? C'est de dire qu'il faut que le Parti socialiste se débranche parce que de toute façon c'est fini, il n'a plus de place aujourd'hui? Non, je ne crois pas que l'idée ce soit de dire que le Parti socialiste doit se débrancher parce qu'il n'a plus de place. Je pense que cette étude-là insiste peut-être sur l'absence de travail intellectuel, l'absence de travail idéologique après chaque défaite présidentielle et l'illusion que la victoire à certaines élections locales et notamment municipales après la défaite de 2002 et après la défaite de 2016 finalement a laissé ce parti dans une espèce d'apathie intellectuelle et aujourd'hui on en paye les pots cassés. Effectivement, les conséquences de la défaite de 2017 ne sont absolument pas, les raisons pardon, de la défaite de 2017 ne sont absolument pas les mêmes que la défaite de 2002 et que la défaite de 2007, tout le monde en conviendra et cette étude-là revient justement là-dessus, sur les raisons et l'absence de travail intellectuel post-défaite. Et je pense qu'il faut plutôt prendre cette note-là, qui est une note de Rémi Lefebvre, qui est un des experts associés à la Fondation Jaurès, comme bien d'autres, et plutôt d'alerter sur les recettes post-défaite qui finalement peuvent ressembler aux recettes déjà utilisées et déjà citées post-défaite 2002 et post-défaite 2007. Je crois que cette étude-là, elle alerte sur le fait de se dire ce n'est pas qu'un petit travail en ouvrant les fenêtres, en faisant participer les militants, ce n'est pas qu'un petit travail de concertation citoyenne, de consultation citoyenne qui permettra à ce parti-là de continuer à vivre, de continuer d'exister. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. À titre personnel, je pense que ça commencera par un travail sur les individus, un travail sur les gens qui demain pourront porter, par exemple, un parti socialiste, un parti social-démocrate qui aurait toute sa place dans le champ, je crois, dans le champ politique aujourd'hui. Travailler sur les individus, aller chercher des gens et des responsables politiques. Avant d'avoir des idées, d'aller chercher les gens. Il y a un bon candidat pour ça, vous croyez? C'est une curieuse idée. Il y a un bon candidat pour ça, vous croyez, sachant qu'il y a une élection bientôt pour savoir. Alors, je ne me prononcerai pas sur évidemment les différents candidats au prochain congrès. Non, mais je pense que il y a un vrai besoin et une vraie nécessité d'aller chercher d'autres profils et d'aller chercher une autre génération. J'espère que le prochain premier secrétaire du Parti socialiste aura ce souhait-là d'aller chercher effectivement d'autres individus pour porter un certain nombre de choses. Merci beaucoup. 79% des tweetos que nous avons qui se prononcent disent oui, le Parti socialiste, ça va être compliqué. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il va survivre à la crise qu'il traverse? Voilà, c'est plutôt non. C'est un point de vue intéressant. Je vous propose d'écouter aussi celui de Delphine Batho, députée Nouvelle Gauche des Deux-Sèvres. Delphine Batho était candidate au poste de premier secrétaire. Elle n'a pas été retenue parce qu'elle n'avait pas le même nombre de parrainages. Elle voulait être parent. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas très optimiste pour la suite des événements. Regardez. On est dans l'auto-reconduction d'un appareil qui est de plus en plus une coquille vide. Et ça ne correspond ni à ce qu'attendent les adhérents et les militants du Parti socialiste, ni à ce qu'attendent un certain nombre de citoyens qui peuvent être déçus des choix qu'ils ont faits dans l'élection présidentielle et qui attendent une nouvelle espérance crédible à gauche. Est-ce que vous faites partie des citoyens qui attendent une nouvelle espérance à gauche? Évidemment. Mais elle est déjà là, il y a Emmanuel Macron. Mais moi, ce qui est bien, c'est que Emmanuel Macron est à gauche, alors. Il est taquin, celui-là. C'est que moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous venez de dire et dans l'interview de l'auteur que j'ai lu cet après-midi, c'est qu'on nous explique que donc, le PS a perdu parce qu'il avait l'illusion des victoires locales allait l'emporter jusqu'à la victoire présidentielle, que du coup, les caciques se battent pour savoir lequel va aller cueillir la victoire et qu'il n'y a pas de travail intellectuel. Moi, vous auriez supprimé PS par UMP, LR, c'est exactement la même chose. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure c'est propre au PS ou propre aux partis politiques qui ont structuré la vie politique jusqu'à maintenant. Je pense que le PS a quand même perdu les classes populaires alors qu'il avait quand même vocation à les représenter. Non, mais certainement, mais ils ont tous les deux cette affaire. Personne dans l'interview, Lefebvre n'en dit pas un mot.
Mais le fait parle de ça dans la note. On va laisser Elisabeth développer. D'abord, Erwan va terminer. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que cette paresse et ces problèmes de renouvellement de l'offre politique, l'offre même au sens programmatique, ce que je pense, si j'ai bien compris, un peu comme Elisabeth Lévy, que c'est d'abord le programme plus que les hommes qui comptent, et qu'il n'y a pas il y a à gauche, comme au Parti socialiste, comme chez LR aujourd'hui ou hier, il n'y a pas de doctrine idéologique. Ça fait bien longtemps qu'ils ont perdu le moindre envie d'avoir une doctrine et qu'ils sont uniquement dans la conquête du pouvoir. Et d'ailleurs, peut-être vous nous répondrez après, parce que justement, ça m'inquiète un peu quand vous dites il faut d'abord chercher des nouvelles têtes. Non, je dis pas faux, je dis que ça doit se faire de concert et que. Mais moi, je suis. Attendez, Alexis, je vais finir. Ça doit se faire de concert. D'accord. Mais il me semble, si vous voulez, qu'il y a quand même une grande donnée, si on regarde sur la longue période, mettons depuis le congrès d'Épinay jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe au congrès d'Épinay, rupture avec le capitalisme, etc. Et puis, au milieu, on a le Terra Nova, en gros, qui arrive et qui nous dit on est le camp du bien, on est le camp des bons, de la défense des faibles, des immigrés, etc. Et notre rôle historique va être de conspuer le petit plouc et l'ouvrier, passer l'ouvrier, les prolos, passer avec armes et bagages au FN parce qu'ils n'aiment pas les frontières ouvertes. En gros, depuis que je suis en âge de commenter la politique, c'est ça le PS. Donc, je veux dire, c'est quand même, à un moment, je suis frappée. Si vous voulez, vous avez parlé de ce qui se passe après les défaites dans la note, et c'est très intéressant. Sloterdijk a une très, très belle analyse là-dessus. Il dit qu'un des problèmes, un des ciments de la crise, un des ferments de la crise française, c'est d'avoir géré un certain nombre de défaites, 40, etc., comme des victoires. Mais normalement, dans une armée, après les défaites, on vire les généraux, si vous voulez, et puis on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça, vous avez raison. Au PS, non seulement ils ne le font pas, mais cette chose simple que n'importe qui peut voir et qui se voit dans une chose, que la ville la plus riche de France, Paris, a été conquise par le PS. Ça aurait dû quand même, ils auraient dû se demander, on est peut-être devenu le parti des bobos. Ah ben non, ils ont continué à faire un prêchi-prêcha, à donner des leçons de morale. Alors, non seulement, effectivement, je pense qu'ils ne vont sans doute pas survivre, mais franchement, je pense que la plupart des Français s'en foutent. Alors, très vite, parce que... Très vite. Non, juste parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé. Alors, avant de virer les généraux, pour reprendre vos propos, je pense qu'il y a un autre travail à faire, et ça, pour le coup, la Fondation Jaurès va prendre sa part. Il y a un travail d'inventaire à faire. Et alors, je reprends ce que vous disiez sur finalement l'UMP, les Républicains, le PS, finalement, même cause, mêmes effets. Je pense qu'à chaque fois, après chaque défaite, tout le monde dit qu'il faut faire l'inventaire. Il faut faire l'inventaire du quinquennat. Il faut faire l'inventaire, etc., pour comprendre ce qui s'est passé. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait parce qu'on est tout de suite plongé dans l'immédiateté des élections. On est tout de suite plongé par les nouvelles querelles de chapelle, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour le Parti socialiste, et la Fondation Jaurès prendra sa part avec toute l'indépendance qu'elle a, et c'est ce qui est bien. C'est qu'on fera l'inventaire de ce quinquennat-là. On fera l'inventaire de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien non, Alexis Lacroix, je ne vous donnerai pas la parole, et Erwan Lenoir non plus. Pourtant, c'est un sujet intéressant, mais je voudrais qu'il nous reste du temps pour parler du dernier sujet. Non, Guillaume, attendez, vous m'avez invité. Je vais vous laisser 15 secondes. Ben, c'est pas grave, en 15 secondes, j'ai le temps de le dire. Je suis d'accord avec Elisabeth sur la perte des classes populaires. Mais attention, chère Elisabeth, lis bien la note de Lefebvre. Il ne faut pas... il faut pas se tromper de bataille. La tentation Terra Nova que tu dénonces à juste titre, elle est derrière nous. Aujourd'hui, le Parti socialiste, et j'en terminerai par là, cher Guillaume, a le sentiment de sa fragilité existentielle et d'être pris en tenaille dans le fameux casse-noix théorisé par Mélenchon entre l'hypercentre macronien et la France insoumise. Ils le savent très bien, ils ne délirent pas, ils ne sont plus à l'époque de Terra Nova. Voilà ce que j'ajouterais pour clore le débat. Tant mieux. Tout petit mot, juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, au-delà de la provocation sur la gauche aujourd'hui, c'est Macron, c'est que dans l'entourage de Laurent Wauquiez, l'idée est de se dire qu'on va avoir une gauche démocrate à l'américaine, dans lequel le PS sera l'aile gauche de la gauche, Macron sera ce centre démocrate à l'américaine, et qu'il y aura à côté un pôle républicain à l'américaine aussi qui sera structuré autour de LR. Merci, ça effectivement c'est un vrai changement. La parole, le mot de la fin sur ce sujet est aux internautes, chers amis. À Eric qui nous dit plus la République en marche est forte, plus le Parti socialiste est faible. Catherine qui nous dit mais pourquoi dire que le Parti socialiste est mort? Il fait partie du gouvernement. Covid nous propose de changer le nom du PS, tandis que Virginie félicite Elisabeth Lévy. Bravo Elisabeth Lévy, magnifique analyse. Et ben, absolument. Merci Virginie. Voilà, merci Virginie. Vous aurez droit à un abonnement à Causeur, peut-être de 3 mois, parce que c'est un magazine qui a besoin de ressources. Voilà, n'en profitez pas pour reprendre la parole, Alexis Lacroix, s'il vous plaît. C'est un désordre sur ce plateau. Je vous propose de traiter un dernier sujet.
ça se passe en Pologne. Et la majorité au pouvoir en Pologne a fait voter une loi qui interdit aux historiens de parler de camp de la mort polonais. Alors, la majorité pense notamment, évidemment, au camp d'Auschwitz-Birkenau, qui est en Pologne, mais qui était évidemment tenu par les nazis. Et est-ce que c'est un moyen de rétablir une forme d'histoire officielle? Écoutez ce qu'en dit le président polonais, Andrzej Duda, c'était hier à Varsovie. Z jednej strony zabezpiecza polskie interesy, powtarzam jeszcze raz, naszej godności, prawdy historycznej, tego, abyśmy byli w sposób sprawiedliwi oceniani na świecie i aby nas nie pomawiano jako państwa i jako narodu. Prawda historyczna jest taka, że Polacy w żaden zinstytucjonalizowany sposób, w żaden systemowy sposób nie brali udziału w Holokauście. Elisabeth Lévy. Je voulais juste déjà rectifier. Ce qui est grave dans la loi, c'est pas qu'ils interdisent de dire ça, car de fait, l'expression camp de la mort polonais n'est pas juste, puisque ce sont des camps de la mort allemands, nazis. Et je voudrais, avant de commencer le débat, rappeler juste une chose. Il y a 6700 Polonais parmi les 42 000 ou 43 000 justes sur le mur de Yad Vashem. C'est le plus gros contingent. Donc, je veux dire, il y a des Polonais, mais je vais laisser Alexis parler, qui connaît mieux que ça. Moi, à mon avis, il y a évidemment des Polonais qui ont commis des crimes épouvantables. La Pologne est le seul pays où il y a eu un pogrom après la guerre, en 1946. Mais il y a aussi eu des résistants polonais, il y a eu aussi des justes polonais. Il faut rappeler que les Polonais étaient exécutés s'ils étaient pris en train d'aider des Juifs. Et donc, c'est une histoire complexe. Alors, s'ils ne disaient que cela, on ne veut pas qu'on dise camp de la mort polonais, d'accord, mais ils disent tout autre chose. La loi... Il y a autre chose dans la loi. Dit en gros qu'il ne faut pas parler de la participation de Polonais à l'entreprise exterminationniste. Et ça, c'est impossible. Il y a eu un grand livre... allez, vas-y, parle peut-être des voisins. Alexis, tu le connais mieux que moi, donc... si vous voulez, je pense qu'il faut penser deux choses. Il faut penser la tentation très forte que le gouvernement polonais d'aujourd'hui incarne, mais ils ne sont pas les seuls, d'une partie de l'opinion polonaise, de refouler ce qu'a été la réalité de la société polonaise pendant les années de l'extermination. La réalité de la société polonaise, c'est qu'elle est fracturée. Elle est fracturée comme toutes les sociétés qui ont été... Qui se sont placés ou qui n'ont pas pu faire autrement que d'être placés sous la botte nazie. La réalité, c'est qu'il y avait, et on ne le répétera jamais assez, il y avait deux France. Il y avait une France qui, effectivement, s'est montrée extrêmement pleine de bravoure et de grandeur républicaine, et puis il y avait une France qui a failli, en quelque sorte, à sa mission historique. C'est pareil pour la Pologne, ni plus ni moins. Mais on ne peut qu'être atterré, et j'y reviendrai dans un instant, mais je suis quand même, comme Elisabeth, tout à fait atterré par ces décrets qui vont très très loin dans une forme de tentative de gommer ce qu'a été la réalité historique de l'antisémitisme polonais. Pourquoi ce besoin de zapper la mémoire de ce qui a été quand même, qu'on le veuille ou non, la plus grande tragédie européenne du XXe siècle? Pourquoi ce besoin de soustraire le peuple polonais à cette nécessité pourtant vitale de amnésie, comment dire, du processus, mais du processus de mémoire, comment dire, examiné, de processus d'examen mémoriel, voilà, d'examen mémoriel de son propre passé. C'est le processus d'histoire et de mémoire qui est inextricablement mêlé et qui participe aujourd'hui aussi de la grandeur des démocraties européennes. Donc on a le sentiment quand même très troublant que le gouvernement polonais veut soustraire la Pologne à ce qui apparaît quand même, et je ne suis pas un européiste béat, Elisabeth le sait, mais comme une des conditions de l'appartenance à l'Europe, non pas comme entité politique, mais comme entité culturelle. Comment peut-on dire qu'on appartient à l'Europe si on ferme les yeux sur ce qu'a fait son peuple, quel qu'il soit, pendant les années de la Seconde... C'est pas possible, si vous voulez. La capacité d'examen, c'est vrai... est très entamée. Et donc là, il y a quelque chose de tout à fait troublant. Quand vous aurez fait le tour de tout le monde, j'ai un élément de réponse à la question que pose Alexis. Alors, deuxième chose, par ailleurs, et je suis le premier à le savoir, nous avons un ami qui le rappelle souvent, même si lui-même, étant d'origine juive polonaise, il a une mémoire familiale ambivalente sur cette question. Il y a eu, c'est Alain Finkielkraut, il y a eu dans la Pologne occupée par l'Allemagne nazie, de très hautes figures de la résistance spirituelle qui, d'une certaine manière,
égale, si vous voulez, en grandeur, en bravoure et probablement, en sens du tragique, ce que furent plus tard les dissidents. Et ça, il ne faudrait pas qu'à la faveur, si vous voulez, de cette formidable régression mémorielle voulue par le gouvernement, on oublie qu'il y a eu aussi une autre Pologne. Vous voyez, cette autre Pologne a existé, et c'est vrai que tu faisais référence à un livre immense de Jan Gross qui montre, disons, la part la plus noire de cette Pologne qui continue d'être antisémite en 1946. Ça s'appelle Les Voisins. Les voisins, mais il n'y a pas que les voisins. Il y a aussi, si vous voulez, une Pologne démocratique, une Pologne, au fond, qu'on pourrait appeler une Pologne des Lumières, qui s'est montrée pleine. Pensons à la haute figure de Janusz Korczak, par exemple, vous voyez, ce juste qui a sauvé des milliers d'enfants juifs dans la Varsovie occupée, et auquel un cinéaste pas franchement réputé pour être progressiste, qui s'appelle Andrzej Wajda, a rendu un immense hommage cinématographique. Merci. Il faut le rappeler aussi. Merci Alexis Lacroix. Jérémy Pelletier, dans le Figaro Magazine de ce week-end, du week-end à venir, Éric Zemmour dit, finalement, bien sûr qu'on peut critiquer cette loi, mais peut-être que c'est pas autre chose que ce que nous les Français, nous faisons avec la loi Guesso qui interdit de nier les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire en fait c'est la tentation, toujours la même, des politiques d'imposer un point de vue officiel sur l'histoire. Je ne sais pas si c'est la même chose, je ne crois pas. Ce à quoi ça me fait penser, cette loi et les déclarations du président polonais, ça illustre très bien la guerre des mémoires qu'il y a encore aujourd'hui en Pologne, et la forte guerre des mémoires aujourd'hui en Pologne. J'étais, par hasard, le hasard fait bien les choses, il y a 15 jours, j'étais effectivement en Pologne, à Cracovie, avec le mémorial de la Shoah, en voyage de mémoire avec un certain nombre de professeurs d'histoire, justement pour être formés à l'enseignement sur ces questions-là. Ce qui m'a frappé, au-delà notamment des camps Auschwitz-Birkenau, c'est le quartier juif de Cracovie, Kazimierz. Et en fait, ce à quoi me fait penser cette loi-là et ces déclarations-là, c'est cette volonté d'oublier qu'avant, effectivement, avant l'occupation allemande, la Pologne, c'était 3 millions de juifs. 3 millions de juifs. Aujourd'hui, c'est 15 000. La ville de Cracovie, c'était 70 000. Aujourd'hui, c'est entre 150 et 200. Donc, ce type de loi-là montre d'une part la forte guerre de mémoire encore aujourd'hui en Pologne. Et effectivement, je crois que les Polonais, d'une façon générale, ne sont absolument pas au clair sur leur propre histoire et sur leur propre participation à ça. Elisabeth Lévy l'a dit, après 1946, après l'occupation, les pogroms, c'est entre 1500, je crois, et 2000 juifs qui périssent après l'occupation. Et il y a aussi tous les universitaires, en réalité, après la grande vague d'antisémitisme des années 60, tous les universitaires dont Zygmunt Bauman, tous ces gens-là quittent la Pologne à ce moment-là, parce que l'antisémitisme... Il nous reste, voilà, malheureusement, c'est un sujet passionnant. J'aurais dû y consacrer plus de temps, c'est de ma faute. Et Roland, il nous reste quelques instants pour que vous nous livriez votre point de vue sur la Pologne, rien à ajouter, à part juste rappeler un fait que... quand vous visitez le camp de Majdanek qui est à Lublin, le camp de Majdanek, il est dans la ville. Vous passez ce qui est l'équivalent du périphérique, il est dans la ville. Évidemment, l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a été profondément imbriquée dans la vie polonaise de l'époque. Deuxième remarque, sur les lois... C'est un pays occupé. Là. Non, mais je ne dis pas que c'est une responsabilité, je dis juste que ça ne peut pas être effacé comme ça, c'est quelque chose qui a été présent, et ce n'est pas... Auschwitz, c'est un peu éloigné de Cracovie, Majdanek est dans la ville. Et c'est le premier camp qui a été libéré. Deuxième remarque sur les lois sur l'histoire, de manière générale, que ce soit celle-ci ou une autre, moi je pense que ce n'est pas le rôle du politique de faire des lois sur l'interprétation de l'histoire. Troisième remarque, c'est révélateur d'une résurgence, mais là je parle sous le contrôle d'Alexis Lacroix, vous rappeliez son livre, c'est une résurgence d'antisémitisme en Europe, qui vient de l'extrême droite, plutôt, à mon sens, plutôt dans les pays d'Europe de l'Est, et qui vient de l'extrême gauche, plutôt dans les pays d'Europe occidentale. Il n'y a pas de l'extrême gauche en Occident. Écoutez, c'est pas seulement de l'extrême gauche. En Europe, il y a d'antisémitisme arabo-musulman. C'est pas spécialement l'extrême gauche. Et c'est un immense sujet. Je vais vous permettre de vous couper la parole. Ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir livré vos points de vue. À demain, même heure, même endroit.